Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce webinaire de SMAIO à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2025 de la société. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Philippe Roussouli, président directeur général de la société. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Renaud Fritsch, directeur financier de la société. Bonjour. Bonjour à tous. Je précise aux auditeurs qu'ils ont la possibilité de poser des questions par écrit via le système de chat qui s'affiche en bas de leurs écrans et il y sera répondu à la fin de cette présentation. Je laisse à présent la parole au management. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Duchesne. Merci à tous d'être présents ce soir pour la présentation des résultats semestriels de SMAIO. Je suis Philippe Roussouli, je suis président et fondateur de la société. Je suis avec Renaud Fritsch. Bonjour à tous, Renaud Fritsch, donc le CFO du groupe. À peu près une vingtaine d'années dans les dispositifs médicaux avec expérience aux USA et sur les patients spécifiques devices. Merci beaucoup, Renaud. Donc, ce soir, en fait, je vous propose de structurer cet exposé en 4 parties. La première partie sera une partie de rappel pour beaucoup d'entre vous. C'est une partie qui est consacrée à la description du marché de SMAIO, de ses activités. On va ensuite s'intéresser aux faits marquants de 2025. On va aller un petit peu plus dans le détail des résultats semestriels et du chiffre d'affaires du T3 2025. Et enfin, on parlera de l'avenir avec la stratégie commerciale de la société et les perspectives qui sont les siennes. Donc, je vais commencer sur la présentation de l'activité de SMAIO. En fait, SMAIO, qui signifie Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopedics, est né d'un double constat. Premièrement, que dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale, on avait un nombre important de complications liées au déséquilibre du patient et que c'était lié au fait que les chirurgies, et notamment la feuille de route liée à l'équilibre du patient, était insuffisante pour beaucoup de chirurgies. Puis le deuxième constat, c'est que les implants qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui sont davantage faits pour bloquer la colonne vertébrale que pour vraiment la réaligner dans une position précise. Donc, fort de ces deux constats, on a développé une offre donc sur un marché aujourd'hui qui fait 10 milliards de dollars, un marché qui est très fortement centré sur les États-Unis, qui sont un marché avec un volume important et également des prix de remboursement qui sont très élevés. Vous avez un nombre d'acteurs qui est relativement limité, enfin une concentration très forte sur 6 acteurs qui détiennent 84% du marché. Et après, vous avez 400 acteurs qui sont des acteurs de niche qui vont avoir des petites parts de marché complémentaires sur ces 10 milliards. Ce qui est aussi important donc, de noter, c'est que vous avez une très grosse différence de facturation entre des chirurgies dites complexes où on va opérer plus de 4, 5, 6 segments vertébraux. On peut opérer quasiment toute la colonne pour des patients qui sont très déséquilibrés. Et puis un marché, ce qu'on appelle le dégénératif, qui est vraiment centré sur des petites chirurgies. Donc l'activité de SMAIO, c'est vraiment les chirurgies complexes, les chirurgies avec un fort enjeu de réalignement. C'est là-dessus que SMAIO a une technologie qui se distingue de la concurrence et une légitimité qui est de plus en plus importante. Aujourd'hui, l'offre de SMAIO, elle vise à apporter des solutions aux chirurgiens avant la chirurgie, en lui permettant d'avoir une feuille de route précise déterminant comment la colonne vertébrale doit être réalignée par le biais de l'opération chirurgicale. Pendant la chirurgie, avec des implants sur mesure, des tiges en titane et bientôt en cobalt chrome, qui sont cintrés avec exactement les dimensions, les angulations qui sont propres à ce que la colonne de chaque patient requiert. Et un système de vis pédiculaire, donc qui sont des implants qui vont se positionner à l'intérieur des pédicules des vertèbres, qui sont surmontés d'un connecteur. Ce connecteur va s'attacher sur la tige en titane de chaque côté des processus épineux et va créer un effet de réalignement de la colonne dans les 3 plans, sur le profil, sur la face et au niveau axial, c'est-à-dire ça va permettre de déroter la vertèbre et de la ramener vraiment droite pour que le patient soit parfaitement équilibré. Donc avant, pendant et après la chirurgie, c'est le métier historique de SMAIO, c'est de collecter des données, d'être capable de dire voilà quelle était la qualité de vie du patient avant la chirurgie, voilà quelle pathologie était celle de ce patient, quel traitement chirurgical, qui peut être complété par des traitements non chirurgicaux, a été appliqué à ce patient et comment la qualité de vie du patient évolue. Et en parallèle de cette qualité de vie, on étudie évidemment le réalignement vertébral à travers les radios. Pourquoi on utilise des radios? Parce qu'on veut que le patient soit debout. Quand une personne est debout, on peut voir tous les déséquilibres, les compensations.
Quand une personne est couchée, en fait, tout ça, ça disparaît. Donc, on ne peut pas utiliser aujourd'hui des scanners, parce qu'il y a très, très peu de scanners debout disponibles sur le marché. On doit utiliser des radios. Donc, notre offre, elle s'appelle Eye Control. Donc, elle donne du contrôle au chirurgien de la colonne vertébrale en lui permettant de planifier, Eye Plan. J'ai des radios préopératoires, j'ai un patient qui est déformé. Grâce à l'intelligence artificielle, je vais transformer ces radios en une forme tridimensionnelle de colonne vertébrale et de bassin. Et je vais jouer sur cette forme pour lui redonner la forme idéale pour ce patient. Certaines personnes sont faites pour avoir un dos très plat, d'autres pour avoir beaucoup de courbures. Et il y a des indices, en fait, dans une colonne même pathologique, même déformée, qui nous permettent de dire comment devrait être la colonne après la chirurgie. Et à partir de cette vision de la forme de la colonne, eh bien, on obtient des tiges sur mesure qui épousent la forme de la colonne telle qu'on souhaite la restaurer. Et Hyperform, le deuxième volet de notre offre, permet de matérialiser cette forme. EyeCheck permet de vérifier non seulement que la forme a été bien mise en place, qu'elle dure dans le temps, que le patient ne va pas se réaffaisser, que les zones non opérées ne vont pas s'affaisser. Et elle permet aussi de déterminer qu'il y a une vraie corrélation entre une belle radio et une bonne qualité de vie. On va aussi suivre le taux de réopération, etc. C'est très important. Et le dernier aspect que je n'ai pas évoqué encore, c'est un aspect qui est à la fois scientifique et marketing. Ce sont nos programmes d'éducation. Donc, on invite les chirurgiens une fois par an à ce qu'on appelle un think tank, pendant lequel ils vont voir des cas réels avec des radios. On va pouvoir utiliser le logiciel en live et chacun va pouvoir donner son avis sur la forme idéale pour ce patient, l'approche chirurgicale, le geste qui va fonctionner. Et on a la chance d'avoir des leaders de très haut niveau avec nous qui entraînent derrière eux des chirurgiens un petit peu plus juniors, mais dont beaucoup ont énormément de talent. Et cette communauté, en fait, va progressivement adopter nos outils à la fois pour réfléchir à comment je dois opérer mon patient, mais également pour exécuter la chirurgie, et évidemment pour en mesurer les résultats. C'est comme ça qu'on fait grossir, en fait, la communauté des chirurgiens qui travaillent avec nous. Donc, si on prend un petit peu étape par étape, dans la planification, vous avez deux volets. Vous avez un volet qui se gère avec les radios, c'est le réalignement. Et on a différents types de formes de dos. On a analysé beaucoup de personnes saines pour voir quelle était la normalité. Et à partir de cette normalité, on prend des cas pathologiques, on essaie de comprendre comment la pathologie a déformé la colonne. Vous avez toujours des éléments qui sont directement déformés par la pathologie, des niveaux qui s'affaissent, et vous avez des niveaux qui ne sont pas en fait affectés par la pathologie, mais qui vont compenser. Donc, si vous avez un disque qui s'affaisse, au-dessus, même si le disque est sain, il va essayer d'être en hyperextension. De la même façon, votre bassin, il va pivoter autour des têtes fémorales pour essayer de maintenir l'équilibre. Donc, tout ça, en fait, ça se lit sur la radio d'un patient pathologique et ça se corrige virtuellement à travers une planification. Puis, en parallèle de cette planification du réalignement, on travaille aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est sur le marché, mais c'est quelque chose qui va arriver, sur l'utilisation des scanners qui, elles, nous permettent d'avoir segment par segment une vision très précise des vertèbres et de définir où doivent être positionnés les implants dans les vertèbres. Et en fait, la conjonction entre une vis bien placée dans la vertèbre et une tige qui va la relier à une autre vertèbre, ça va permettre de positionner la vertèbre dans l'espace. Et donc, chacun des éléments mis bout à bout est important. Aujourd'hui, on travaille avec des chirurgiens qui sont extrêmement doués pour positionner des implants très rapidement avec très peu d'assistance. Au fur et à mesure qu'on va ouvrir le marché, on va avoir besoin d'apporter des technologies qui vont faciliter le positionnement de l'implant pour qu'on ait vraiment un réalignement parfaitement maîtrisé et qu'on rende la chirurgie la moins dépendante possible de l'opérateur. Une fois qu'on a planifié cette chirurgie, donc on a déterminé quelle forme de dos on voulait donner, où est-ce qu'on positionnait les implants, on va l'exécuter. Donc vous voyez en fait comment ça fonctionne. Vous avez des vis. Ces vis, elles viennent se mettre dans le pédicule des vertèbres et il y a des connecteurs et ça vient s'attacher sur une tige qui elle-même va jouer comme un tuteur. Alors vous avez deux tiges de chaque côté des processus épineux et ces deux tiges vont jouer comme un tuteur. Notre matériel, en fait, il y a quelque chose de très spécial par rapport à ce qui existe sur le marché. C'est qu'à partir du moment où les vis sont bien positionnées parallèles au plateau, comme vous pouvez voir ici la vis qui est bien parallèle au plateau du corps vertébral, à chaque niveau, eh bien, la connexion entre la vis et la tige va créer un angle à 90 degrés, quoi qu'il arrive. Donc, au départ, vous allez avoir une colonne qui est déformée dans les trois plans, un plan sagittal qui est souvent affaissé, donc le profil, la face qui peut être courbée si vous avez une scoliose, et puis une rotation vertébrale. Donc, chaque vertèbre, en fait, au lieu de regarder que chaque vertèbre regarde vers l'arrière, elles sont un petit peu rotées par rapport au plan idéal. La connexion, en fait, de chaque vis avec notre tige va réaligner la colonne automatiquement dans les trois plans.
Donc, on va avoir la face qui va devenir droite, on va avoir le profil qui va s'harmoniser, on va avoir la rotation vertébrale qui va se corriger à chaque niveau. Ça, c'est un effet qui est lié à ce qu'on appelle la translation, et c'est lié en fait au mode de connexion, à la façon dont la tige vient emmener avec elle la vertèbre dans les trois plans et redonner exactement au profil et à la face et au plan axial exactement l'orientation que l'on souhaite donner. Donc, comment ça se traduit en fait concrètement? En fait, on a des boîtes d'instrumentation qu'on va mettre à disposition des chirurgiens dans les hôpitaux. Donc, elles sont mises en dépôt ou en prêt. Ça dépend si l'hôpital opère toutes les semaines ou s'il opère une fois par mois, etc. Donc, vous avez ces boîtes d'instruments et vous avez des boîtes avec des implants et vous avez toute taille d'implants avec différentes quantités. L'objectif étant que vous puissiez faire face à n'importe quel type de chirurgie. Donc, ces boîtes, avant la chirurgie, elles vont aller en stérilisation. Ensuite, elles arrivent au bloc. Le chirurgien va utiliser des implants. Tout ce qui a été utilisé est noté sur une feuille et donc tout ça va être facturé. Donc, vous avez ici un exemple de chirurgie, probablement qui doit arriver de la vertèbre T3, T4 au bassin. Et donc, vous comptez, vous avez une dizaine de vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et vous avez une plaque sacrée. En fait, aux États-Unis, chacune des vis ici est vendue autour de $900. Les tiges sont vendues autour de $1 500 et puis la plaque sacrée, c'est à peu près $2 500. Il en faut 2. Donc, vous avez des chirurgies qui, aujourd'hui, aux États-Unis, sont facturées en moyenne pour à peu près $25 000. Et vous voyez, en fait, l'intérêt de ça pour le patient. Si vous avez ici une colonne qui est affaissée, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas la radio de face, mais vous avez une scoliose aussi. Et à la fin, vous avez une colonne qui est droite et qui est bien réharmonisée. Donc, on a vu la planification, on a vu l'exécution. Maintenant, c'est la gestion de données, qui est notre métier historique chez Smayo, puisque je rappelle que Smayo était au départ une société purement de logiciels, une société de data, qui a travaillé avec tous les plus grands fabricants au monde pour collecter énormément de données et permettre d'alimenter donc les logiciels de planification. Donc, on a toujours cette plateforme de données qui permet de créer un patient, d'en définir avec des champs fermés qui couvrent tout le spectre des pathologies du rachis, le diagnostic, puis tous les gestes chirurgicaux possibles. Est-ce qu'on utilise de la greffe? Est-ce qu'on utilise un robot pour faire la chirurgie? Est-ce qu'on a une surveillance électrique, etc. Donc, on a la capacité de définir tous les paramètres de la chirurgie pour segmenter les patients. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Et ensuite, on regarde la performance à travers l'évolution de la qualité de vie du patient et des autoquestionnaires, à travers le réalignement de la radio qu'on mesure grâce à nos outils et le risque à travers le taux de complication et le taux de réopération. Donc, tout ça, ça nous donne des dizaines de milliers de patients segmentés soigneusement par pathologie et par type de traitement, avec éventuellement les comorbidités, savoir si c'est une personne qui a des facteurs aggravants au niveau de sa santé. Et puis, dans chaque segment homogène de patients, on regarde tous les traitements qui ont été faits, les différentes approches. Est-ce que j'ai opéré toute la colonne? Est-ce que j'ai fait un petit montage court? Est-ce que j'ai combiné ça avec de la rééducation, avec un traitement médicamenteux, avec un corset, etc. Et puis, en fonction des traitements, on peut voir si la qualité de vie s'améliore plus dans certains cas que dans d'autres et si, au final, on a des complications qui sont plus nombreuses ou plus fréquentes dans certains types d'approches par rapport à d'autres. Et ça, en fonction de l'âge du patient, de sa corpulence, etc. Donc ça nous donne en fait beaucoup de données pour aider le chirurgien dans la planification à déterminer quel niveau opérer, quelle angulation redonner à chaque niveau, quel geste chirurgical réaliser, et pour se différencier au moment où on vend les implants, et avec des implants qui eux-mêmes sont designés pour exécuter de façon très précise le plan opératoire. Donc, le bénéfice pour le patient, c'est d'avoir, quand il est plus équilibré, une situation avec une qualité de vie qui est améliorée sur le long terme. Pour le chirurgien, c'est d'avoir une aide pour arriver au bloc avec un plan qui est très, très bien fait et qui va être obtenu de façon très rapide grâce aux services proposés par Smayo et d'augmenter la satisfaction de son patient en proposant vraiment un traitement qui est sur mesure et qui est adapté à la forme de dos que souhaite avoir le patient. Pour l'hôpital ou la clinique, c'est d'abord le fait que la chirurgie étant planifiée, les inventaires sont plus réduits et donc on a vraiment juste les implants nécessaires pour réaliser la chirurgie et on a un taux de réintervention qui baisse. Aux États-Unis, dans certains hôpitaux, quand un patient est réopéré dans les 3 mois parce que les effets de la chirurgie n'ont pas été ceux escomptés, souvent la chirurgie ne peut pas être facturée. Donc, fiabiliser l'opération est un enjeu économique pour les hôpitaux américains. Et pour le système de santé, forcément, la durabilité du résultat clinique et les économies qui sont engendrées
par le retour à la vie active pour les patients dont l'âge le permet et la situation sociale le permet, c'est pour le système de santé à grande échelle un enjeu qui est considérable. Alors, maintenant qu'on a dressé ce panorama de l'activité, je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu à plusieurs reprises cette présentation. Je vais faire un focus maintenant sur les faits marquants de 2025 à date. Donc, le premier volet que je souhaitais développer ici, c'est le conseil scientifique nord-américain qu'on est en train de monter au sein de Smaio. On a deux chirurgiens qui nous accompagnent depuis le début, qui sont le Dr Molina et le Dr Neumann, de Washington University à Saint-Louis, qui est l'un des plus gros centres de déformation aux États-Unis. Et je dirais qu'on est extrêmement chanceux de travailler avec ces deux chirurgiens qui, en plus d'être extrêmement performants sur le plan clinique et chirurgical, sont aussi des gens qui ont une vision, un recul sur le marché et qui nous aident à orienter le développement de nos produits, nos actions commerciales, nos stratégies produits dans le sens de ce que le marché américain souhaite. L'autre avantage aussi, c'est que Camilo est un neurochirurgien et Brian est un chirurgien orthopédiste. Les gens qui opèrent la colonne vertébrale, c'est vraiment ces deux spécialités. Et c'est bien d'avoir les deux sensibilités pour essayer d'avoir une offre qui s'adresse au maximum, à terme, au maximum de chirurgiens pertinents. Nous a rejoint également le Dr Blaskevich, qui est sur la côte ouest, qui est également un chirurgien de très grand talent et quelqu'un de très connecté avec des partenaires industriels et qui nous aide aussi à promouvoir, on va le voir plus tard, un certain nombre de partenariats qu'on est en train de mettre en place. C'est quelqu'un qui nous aide et qui est aussi amené à apporter beaucoup dans ce conseil scientifique. On va probablement avoir entre 1 et 3 nouveaux chirurgiens dans les mois qui viennent au sein de ce conseil scientifique, avec donc des personnes qui sont en discussion avec nous pour nous rejoindre. Sachant que le but de Smaio, ce n'est pas du tout de faire entrer des chirurgiens et de proposer des packages mirobolants pour qui travaillent avec nous. C'est d'avoir des gens qui sont vraiment convaincus par la philosophie, des gens qui vont vraiment être des utilisateurs importants de la solution, parce qu'on pense que seuls les gens qui croient vraiment dans le projet, qui le comprennent parfaitement et qui surtout l'ont beaucoup utilisé et fait vivre, seront des bons consultants, des bons promoteurs et des gens qui le feront vraiment avancer. Donc, on prend notre temps pour faire rentrer les gens dans le conseil scientifique parce qu'on souhaite vraiment choisir sur la base du fait qu'ils sont vraiment très impliqués dans le projet. En parallèle de ce conseil scientifique, on est toujours sur nos Sagittal Alignment Think Tank. Le premier était à Dallas en 2022, 13 chirurgiens. On avait 24 personnes à San Diego l'année d'après. New York, l'année dernière, on était à 36. Là, la salle est pleine parce qu'on a 40 chirurgiens inscrits avec les gens de l'industrie, nos partenaires qui viennent aussi. On a 60 places dans la salle. On peut plus mettre plus de monde. Donc, on a quantitativement et surtout qualitativement un événement qui est l'un des plus beaux sur la déformation complexe aux États-Unis. Même des sociétés qui sont plus de 100 fois plus grosses que nous ne font pas nécessairement d'événements avec une telle qualité en termes de casting. Donc, on est très fiers de ce programme et on sait qu'en fait, c'est autant de graines qu'on sème pour l'avenir. Évidemment qu'à la fin du programme, on n'a pas 40 personnes qui arrivent à convaincre leur hôpital de laisser Smaio vendre ses implants. Tout ça, ça prend du temps. Mais c'est des personnes dont on gagne l'estime et qui, à terme, rejoindront d'une façon ou d'une autre la communauté Smaio, que ce soit pour utiliser l'ensemble de notre offre, peut-être que les tiges sur mesure, peut-être que demain, ils animeront un cours avec nous. Et peut-être que tout simplement, ils nous demanderont d'analyser toutes leurs données et ils viendront faire grossir nos capacités prédictives grâce aux données qu'ils ont dans leur centre. On a tous ces cas de figure en fait aujourd'hui et donc on est très enthousiaste à l'idée de pousser cette base encore, cette base de cette communauté en fait autour du think tank. Peut-être qu'on en fera d'ailleurs plus qu'un par an dans les années qui viennent. En ce qui concerne le déploiement aux États-Unis, on le qualifie de méthodique dans la mesure où le but de Smaio, ce n'est pas de faire flèche de tout bois et d'essayer de faire le plus de chirurgie possible avec n'importe qui. Le but, c'est vraiment de travailler avec des chirurgiens qui ont une forte renommée, dont on sait que le geste est sûr
que les choix stratégiques sont sûrs, sont dans l'intérêt du patient et qui vont en fait créer des succès cliniques. C'est parce qu'on va avoir cette fiabilité sur des chirurgies qui sont des succès, qui ont permis vraiment une amélioration de la qualité de vie du patient, que notre image de marque et que notre réputation va grandir. Et en fait, qu'on va avoir spontanément des gens qui vont devenir des utilisateurs. Donc, on n'a pas une stratégie expansionniste d'aller embaucher 25 commerciaux, de mettre des boîtes chez tout le monde et d'essayer de faire le plus de chirurgie possible. Ce n'est pas du tout notre façon de gérer les choses. Ça nous permet aussi d'avoir une maîtrise sur le cash qui est assez intéressante. Donc, aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de centres qui sont enregistrés. On en a encore une dizaine d'autres qui sont soit qui viennent de s'enregistrer, soit qui ont déjà fait peut-être une pause, 2 pauses, soit qui sont en passe de l'être. Et puis après, sur le cours qui arrive, on a encore 5 à 10 centres qui pourraient également demander un enregistrement dans le courant de l'année 2026. Donc concrètement, on peut travailler aujourd'hui sur un scope qui est entre 20 et 30 chirurgiens qui vont être des gens qui progressivement vont utiliser notre produit. Les gens aujourd'hui qui l'utilisent le plus font jusqu'à 2 à 3 chirurgies par semaine. À 25 000 $ la chirurgie, vous imaginez le chiffre d'affaires que ça peut générer pour Smayo. Mais on a beaucoup de chirurgiens qui aujourd'hui font une chirurgie par mois. Donc le but, c'est que on a des gens, on sait qu'on ne pourra pas faire plus avec eux compte tenu du fait qu'ils sont déjà au maximum de ce qui se fait aux États-Unis et dans le monde. Mais là, ça concerne en gros nos chirurgiens comme Camilo ou Brian et un chirurgien qu'on n'a pas cité qui s'appelle Mike Kelly, qui est très particulier parce que c'est quelqu'un qui ne signe aucun contrat avec l'industrie, qui est resté totalement indépendant, mais qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs au monde dans sa spécialité. Ça, c'est des gens qui sont vraiment au taquet avec nous aujourd'hui. Et après, on en a beaucoup qui sont à 10, 15, 20% et qu'on peut encore, avec lesquels on peut travailler plus. Il y a des gens qui démarrent et des gens qui sont sur le point d'avoir l'autorisation d'utiliser le produit. Donc, tout ça prend du temps. Je ne vais pas prétendre ici que à partir du moment où on a fait une belle présentation, le lendemain, on fait une chirurgie. C'est beaucoup plus long que ça. Mais la dynamique est enclenchée et elle progresse dans le bon sens de façon continue. Donc, en ce qui concerne les résultats semestriels et le chiffre d'affaires du T3 2025, c'est quand même l'objet principal de cette présentation. Je vais laisser la parole à Renaud pour parler de chiffres. Merci Philippe. Donc effectivement, au niveau du premier semestre 2025, le groupe Smayo a fait un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. 75% est désormais réalisé par la filiale américaine, donc directement aux États-Unis. En dollars, la facturation a été sur le premier semestre de 4,1 millions de dollars versus 0,9 sur la même période de 2024. À noter également que le 99% du chiffre d'affaires maintenant est réalisé avec des implants. Voilà. Après, c'est la répartition, en fait, on a 3 zones d'activité. On a le marché historique qui est français, qui reste sensiblement flat versus la même période en 2024 à 0,5 millions d'euros. La partie export qui, elle aussi, reste stable à 0,7 millions d'euros. Et ensuite, on voit justement cet effet chiffre d'affaires et croissance très forte sur le secteur américain, puisqu'on est à 3,8 millions d'euros de facturation. Après, si on regarde un petit peu les résultats du groupe, donc je vous disais que 75% du chiffre d'affaires est réalisé directement aux USA et le marché américain est le marché à plus fort volume et aussi à plus fort taux de marge. Donc, c'est pour ça qu'avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros sur le premier semestre 2025, on a une marge brute qui est en très nette progression par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2024, puisqu'on passe d'un taux de marge brute de 64% à 85%. Donc, cet effet est directement corrélé à l'augmentation très sensible du chiffre d'affaires aux USA. Après, si on passe au poste des charges d'exploitation, on a là aussi une hausse des charges d'exploitation puisqu'on passe de 3,1 millions d'euros à 5,2.
Le premier facteur, c'est lui les commissions distributeurs ou agents qui sont 100% variables, puisque le mode de fonctionnement, en fait, notamment aux USA, c'est de proposer en fait des rémunérations variables aux agents qui vont permettre la réalisation des chirurgies. Ensuite, nous avons une augmentation des coûts sur ce qui est relatif au marketing. Ce que Philippe vous a expliqué, c'est que le cours que nous tenons jusqu'à présent une fois par an draine de plus en plus de chirurgiens. Donc, nous serons à 40 chirurgiens sur 2025. Donc, c'est un événement pour nous qui est très important et pour lequel nous déployons des moyens afin de fidéliser justement ces chirurgiens et de pouvoir à l'avenir les convertir pour utiliser notre matériel. Au niveau réglementaire aussi, nous avons engagé des dépenses pour continuer la certification dans certains pays du monde et faciliter la diffusion des produits. Le passage aussi au stérile en Europe, qui est une nécessité. Et ensuite, nous avons engagé et nous commençons à engager des dépenses en IT pour la certification 27001 qui doit nous permettre de sécuriser notre réseau interne et externe pour l'utilisation des applications telles que le software KBA 3D, qui est la base de la planification des chirurgies pour les tiges précintrées Kérod. Là-dessus, si je peux permettre un commentaire, en fait, la société travaille avec des données depuis longtemps et en fait, elles sont hébergées chez des prestataires qui sont des hébergeurs agréés, que ce soit en France pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel. Quand on a commencé en 2010, il y avait 6 hébergeurs en France, donc on a travaillé avec Gritahouse Medical à l'époque qui était hébergeur agréé. C'est des gens qui ont déjà cette certification 27001 et nous, en fait, on travaillait avec donc cette sous-traitance. C'est très rare en fait qu'un fabricant soit ISO 27001. Aujourd'hui, comme on est vraiment une société avec beaucoup de data et qu'on veut accélérer l'enregistrement dans les hôpitaux américains, on souhaite avoir ces certifications pour pouvoir les montrer et aller plus vite dans les enregistrements au lieu de répondre à des centaines de questions, en fait, de pouvoir montrer la certification et d'aller plus rapidement. Voilà. Donc on va un peu au-delà de ce qui est usuellement fait dans ce domaine, mais on pense que c'est vraiment la cybersécurité est vraiment un élément clé, y compris dans notre industrie aujourd'hui. Tout à fait, ce qui nous permettra d'accélérer et de garantir l'enregistrement dans les hôpitaux, puisque la partie IT est quelque chose de très importante, qu'elle est considérée comme un medical devices. Et ensuite, ce qui caractérise le groupe, c'est l'innovation. Le groupe continue à vraiment innover et donc à mettre des moyens dans la recherche et développement. Donc, on passe de 800 000 € à 1 million de dépenses sur le premier semestre 2024. Donc, on arrive avec un résultat d'exploitation à moins 1 million contre moins 1,7 million sur l'exercice sur le premier semestre de l'exercice 2024. Après prise en compte du résultat financier, des impôts différés et du crédit d'impôt recherche, le groupe dégage une perte de 700 000 € contre 1,2 million d'euros sur le premier semestre 2024. On peut voir qu'au travers de ces résultats, l'EBITDA, lui, était sur le premier semestre 2024 à moins 600 000 € et sur la première partie de l'exercice 2024, il est neutre, en moins 25 000 €, pardon, excusez-moi. Donc, on peut dire qu'il est à l'équilibre. Voilà. Après, si on regarde un petit peu sur le bilan, ce qu'il est important de constater, c'est au niveau des capitaux propres, nous avons une valeur de 7,4 millions € et l'endettement financier net est lui de 1,6 million d'euros avec une cash position à 4,7 millions d'euros et un endettement à 3 millions d'euros. Le BFR est lui de 2 millions et les actifs non courants à 3,7 millions d'euros. Le cash burn moyen mensuel sur les 6 premiers mois de l'année
se monte à 60 000 € et en diminution sensible par rapport à la même période 2024 ou même à la période à la totalité de la période 2025, où on était sur un cash burn moyen mensuel de 275 000 € sur la partie opérationnelle. Au niveau du chiffre d'affaires sur le troisième trimestre et puis en year-to-date, le chiffre d'affaires total du groupe se monte à 7 millions d'euros. On peut voir encore la traction du secteur américain. Alors, il faut noter que dans le secteur, le troisième trimestre est toujours un peu plus faible que les autres trimestres puisque c'est la fin de la Scully Season. Et le mois d'août est toujours un petit peu plus faible. C'est la rentrée aux États-Unis. Il y a moins d'opérations. Pardon. Et au niveau européen, là, la plupart des hôpitaux sont fermés. Donc, c'est quelque chose de naturel de voir un chiffre d'affaires qui est un peu plus faible sur le T3. Pour autant, Smayo a réussi à maintenir un niveau de facturation à 2 millions d'euros et 2 millions de dollars sur les USA. Donc, on finit à 7 millions d'euros en cumulé à fin septembre 2025. Merci beaucoup, Renaud, pour ce focus financier. N'oubliez pas que si vous souhaitez poser des questions, on y répondra à la fin de cet exposé. Je vais maintenant parler un petit peu de la stratégie de la société. En fait, il y a 3 pans principaux dans notre stratégie. Le premier, c'est de faire grossir, comme je l'ai évoqué, la liste de nos utilisateurs et en priorité aujourd'hui aux États-Unis, avec la volonté de passer de quelque chose qui se rapproche aujourd'hui d'une activité annuelle autour de 9 millions d'euros, avec quelque chose qui peut aller jusqu'à 25-30 millions dans les 3-4 ans qui viennent. Donc, sans donner de guidance, parce que ça n'aurait aucun sens, c'est qu'on est sur un marché où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'acteurs et il peut se passer beaucoup de choses différentes. Le but pour nous, c'est de tripler à peu près l'activité sur des centres qui vont adopter l'ensemble de nos implants, qui vont rentrer dans des process où chaque semaine, ils vont faire une pause avec des grandes chirurgies dont j'ai dit qu'elles étaient facturées autour de 25 000 $. Et pour cela, en fait, il faut qu'on commande des instrumentations, il faut qu'on adresse les centres et qu'on les entraîne. On a tout un process pour obtenir un contrat, pour onboarder les centres, pour les guider dans le processus jusqu'au moment où ils ont une forme d'autonomie. Et on déploie ce process sur toute une série de cibles qui vont progressivement nous rejoindre. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, en fait, c'est un volet de partenariat, puisqu'en fait, quand on regarde notre technologie, c'est une technologie qui fonctionne très, très bien sur le réalignement, la correction de l'équilibre, qui est exigeante sur le plan du positionnement de l'implant. Et il y a aujourd'hui sur le marché des vis qui existent, qui sont posées et qui donnent satisfaction à beaucoup de personnes. Et ce qui séduit de façon systématique tous ces gens-là, c'est notre technologie de planification et nos tiges sur mesure. Donc, notre constat, c'était de dire pourquoi ne pas offrir aussi ces tiges sur mesure à tous ces utilisateurs qui ne sont pas forcément prêts à court terme à abandonner la société avec laquelle ils ont l'habitude de travailler, que c'est souvent l'un des 6 gros acteurs que j'ai cités tout à l'heure, et qui par contre souhaiteraient avoir notre planification de tiges sur mesure. Ça, c'est possible que sur le marché américain, puisque aux États-Unis, on facture une tige sur mesure 1 500 $ et qu'il y en a au moins 2 par chirurgie. Donc, on parle d'au moins de 3 000 $ de chiffre d'affaires pour une chirurgie juste pour les tiges sur mesure. 3 000 €, c'est à peu près le prix d'une scoliose complète en Europe. Là, on parle que des tiges aux États-Unis. Avec tous les implants, c'est à peu près ce qu'on facturerait une chirurgie complexe en Europe. Pour donner un ordre d'idée des différences de facturation entre les différents marchés. Donc, le but pour nous, c'est de se dire, sur les 6 gros acteurs, il y en a 2 qui ont des choses qui peuvent ressembler à ce qu'on fait, qui sont Medtronic et Alphatec. Et il y en a 4 qui, aujourd'hui, n'ont rien de comparable. Ces 4-là, en fait, on les connaît tous
Et on souhaite potentiellement leur offrir la possibilité de faire bénéficier à leurs clients de nos tiges sur mesure. Donc aujourd'hui, on a déjà annoncé qu'on avait signé avec Highridge Medical, qui est le fonds d'investissement qui a racheté l'activité Rachi de Zimmer, qui avait déjà au préalable elle avait déjà été spin-offée au préalable via une société qui s'appelle Zimvi, et Zimvi ensuite a vendu l'activité Spine à Highridge. Donc c'est aujourd'hui le plus gros acteur dans le spine non coté. Donc cette société va nous permettre d'adresser des dizaines de centres et de vendre des tiges sur mesure dans ces dizaines de centres. On va très rapidement annoncer d'autres partenariats. Alors, je dis très rapidement, il y a toujours les aléas de procédures de négociation, mais c'est des choses qui vont arriver. Et donc, on pense que l'année prochaine, on va se retrouver dans une situation où plusieurs centaines de chirurgies pourraient être réalisées avec nos tiges sur mesure via ces partenariats, en accélérant aussi les enregistrements dans les hôpitaux, puisque ce sont des sociétés qui sont déjà enregistrées. Donc, on n'aura que la partie IT assessment pour démontrer que les données sont sécurisées, etc. Mais pour la partie liée au processus achat de l'hôpital, on va tirer parti des enregistrements déjà réalisés par ces sociétés. Et on aurait donc une activité qui a pour principal intérêt sur le plan financier de ne pas générer de BFR. C'est-à-dire que là où, quand vous allez ouvrir un centre avec l'ensemble de la gamme, vous allez devoir fournir des instrumentations et du stock d'implants pour pouvoir réaliser des chirurgies que vous allez facturer au fil de l'eau. Là, c'est vraiment une demande qui va tirer l'offre. Donc, on va vous commander des tiges sur mesure. Vous avez juste 2 barres en titane qui, en elles-mêmes, ne coûtent presque rien. Vous allez faire toute la planification, cintrer la tige, l'envoyer au centre. Elles seront posées. Il n'y a pas besoin d'instruments, il n'y a pas besoin de stock. Donc, c'est du cash en fait qui va rentrer dans l'activité et on espère donc que tout ça va améliorer nos indicateurs de façon très significative. Il faut être bien conscient qu'entre un partenariat signé aujourd'hui et un impact sur le PNL, on parle de probablement encore 5 à 6 mois. Pourquoi faire? Premièrement, pour finir les enregistrements. On est déjà enregistré avec certains implants, les implants de Medivase, les implants d'Orthofix. Ceux de Highridge, on a déposé les 510K, dossiers de 510K il y a déjà 1 mois, donc ça va arriver prochainement. Et puis après, il faut aller voir les centres dans lesquels on veut travailler, que les centres nous mettent en relation avec l'administration pour bien enregistrer le produit. Et dès lors que tout ça est enregistré, on va former les centres et on va démarrer les chirurgies, selon nous, au Q2 de 2026. Donc, cette activité-là, il nous semble qu'elle va nous permettre d'adresser un très grand nombre de centres, un très grand nombre de procédures et qu'elle va être très vertueuse sur le plan de la génération de cash. Ensuite, le troisième point, c'est la R&D pour Smayo. Et la R&D chez Smayo, c'est beaucoup lié à la data, c'est beaucoup lié au logiciel. En fait, on a aujourd'hui des implants qui fonctionnent très bien et qui vont être de plus en plus faciles à utiliser et qui seront utilisés de façon de plus en plus pertinente au fur et à mesure qu'on va exploiter les nombreuses données qu'on a collectées au cours de toutes ces années. Là, un exemple, c'est qu'on a mis en place une technologie qui permet automatiquement de trouver les repères anatomiques sur les radios sans avoir besoin de les marquer à la main. Et cette technologie, on a passé 1 an et demi à l'améliorer. Et là, on arrive à des niveaux de performance qui sont extrêmement élevés. Ça va nous permettre de prendre des dizaines de milliers de radios. Et au lieu d'avoir un opérateur qui fait ça toute la journée et qui, au bout d'un moment, fatigue, eh bien, on va pouvoir lancer les processeurs sur l'analyse massive de ces données. Donc, une radio va se transformer en un certain nombre de points, de paramètres mesurés automatiquement. Dès lors qu'on va avoir l'exploitation, la mesure de toutes ces radios, eh bien, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir prédire le comportement des zones non opérées suite à la chirurgie. Vous faites opérer sur 5-6 niveaux. Qu'est-ce qui va se passer en dessous? Qu'est-ce qui va se passer au-dessus? Ça, c'est vraiment la hantise du chirurgien. C'est ce qui est le plus difficile à évaluer. Donc, la plupart du temps, la chirurgie, quand les gens s'intéressent à l'équilibre, ils cherchent à restaurer une colonne qui ressemble à une colonne normale. Le problème, c'est que parfois, c'est impossible. La chirurgie serait trop agressive, la colonne est trop déformée, donc vous devez faire des compromis. Et ces compromis, parfois, ce sont des paris sur l'avenir. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce au fait de pouvoir mettre plusieurs dizaines de milliers de cas avec la situation préopératoire, la chirurgie qui a été réalisée, la situation post-opératoire, sur la zone opérée, sur la zone non opérée,
on va être capable, sur les cas à venir, de prédire des choses, de dire, voilà, si vous réalignez le patient comme ça, si vous couvrez cette zone, vous allez avoir tel résultat au-dessus. Vous pouvez laisser cette zone non opérée, ça vous permet de faire une chirurgie plus courte. Ou au contraire, il faut absolument couvrir cette zone, sinon vous allez avoir un affaissement de la colonne. Donc, toutes ces données-là, elles sont ultra importantes pour les chirurgiens, non seulement pour nos clients, mais aussi pour les clients de l'ensemble des acteurs de l'industrie. Et quelque part, c'est cette capacité à collecter des données, les analyser et ensuite les exploiter via des modules prédictifs qui va contribuer à faire grossir la valeur de la société. Et aujourd'hui, cette brique qu'on a développée qui permet d'analyser les radios de façon automatique, et y compris des radios d'une qualité relativement dégradée, parce que analyser une radio parfaite, c'est assez simple. Analyser des radios déformées avec des projections de vertèbres qui ne se voient pas bien, etc., c'est pas facile. Ça demande d'avoir beaucoup d'entraînement au niveau des algorithmes. Et donc, cette technologie-là va nous permettre d'aller dans chaque hôpital, et même des gens qui ne souhaitent pas travailler avec nous vont être intéressés par le fait d'avoir toutes leurs radios des 10 dernières années analysées quasiment en quelques jours, et de pouvoir après compter sur ces bases de données. Et nous, ce qu'on demandera en échange, c'est de pouvoir utiliser ces données pour améliorer nos algorithmes prédictifs. Donc, on va enclencher un cercle vertueux à une échelle qui est largement supérieure à ce qui a pu être fait par le passé par nos concurrents, qui en fait ont enclenché ce cercle sur les chirurgies qui planifiaient pour faire des tiges. Nous, on est capable maintenant de le faire sur carrément des bases de données rétrospectives. Donc, on peut arriver sur un hôpital, j'ai 2000 patients depuis 10 ans, et ben on va tout analyser. Il y a 8 radios par patient, ça fait 16 000 radios. Si je demande à un être humain de le faire, ça va prendre des années. Là, avec les algorithmes, en fait, en 2 jours, ça va être fait. Ça dépend simplement de la puissance du processeur. Donc, la stratégie commerciale, c'est toujours la même. On a aux États-Unis, on est en train de structurer notre équipe de vente pour arriver à toucher des clients dans la plupart des zones principales, côte Est, côte Ouest, les zones plus montagneuses, South-Ouest, le Sud, le Midwest. Donc, on a dans chaque zone une approche ciblée, et on travaille après dans chaque centre avec des agents commerciaux qui ont l'habitude de travailler avec les chirurgiens, qui sont commissionnés. Donc, on variabilise au maximum nos coûts commerciaux, mais tout en essayant d'avoir une cellule SMAIO, de gens employés de SMAIO, qui soit la plus cohérente possible, la mieux répartie possible sur le territoire, et qui permet d'animer un petit peu tout ça. Sur la France, on continue à avoir une commerciale en propre, et puis sur l'Europe, on a carrément des distributeurs qui sont des gens qui achètent le stock, qui achètent les instruments et qui ensuite distribuent. C'est la même chose en fait sur l'Australie. Donc, pour s'attarder sur l'accord avec HighReach, l'idée en fait, c'est d'avoir quelque chose qui est assez libre, c'est-à-dire que HighReach a la capacité de distribuer nos tiges dans leur gamme donc va nous acheter les tiges à un certain prix où en gros on est sur des répartitions 2 tiers pour SMAIO, 1 tiers pour le distributeur, qui sont des répartitions usuelles dans notre industrie. Et on va, ce faisant, s'enregistrer dans un nombre très important de centres rapidement et déployer tout un processus pour aboutir à un contrat avec l'hôpital, donc un contrat entre le distributeur et l'hôpital et un contrat entre SMAIO et l'hôpital. Ensuite, onboarder le centre, faire le training, etc. Et ensuite, déployer la solution de la commande jusqu'à la livraison, et ensuite mettre en œuvre une facturation importante, multicentre, qui va suivre des process en fait, et qui vont de façon la plus automatisée possible permettre à SMAIO de générer du cash. Voilà. On est sur des modèles qui sont très très différents de ce que vous avez pu connaître, où les sociétés, y compris très petites, déployaient des forces commerciales en propre qui étaient très importantes, étaient obligées de faire des efforts extrêmement importants pour gagner de la légitimité auprès des chirurgiens en les invitant à des événements, etc., qui n'étaient pas forcément corrélés à du scientifique. Nous, là, on vient se servir de notre différenciation technique, notre différenciation de data pour se greffer à des réseaux existants et amener de la différenciation et venir capturer une partie de la valeur avec un investissement qui est mesuré, qui est piloté. Ce que vous voyez là, en fait, vous allez le voir sur d'autres sociétés dans les semaines et les mois qui viennent. En ce qui concerne l'innovation R&D, en fait, je le disais, ça se concentre beaucoup sur le logiciel. J'ai parlé de ce module qui permet d'acquérir les radios de façon automatique.
c'est un peu le Graal, hein. Honnêtement, ça fait 17 ans que je fais ça et on a cherché à faire ça de plein de façons différentes et l'intelligence artificielle nous a permis de le faire de façon très impressionnante. Après, on travaille sur le fait qu'en un clic, on soit capable de passer d'une forme pathologique à une forme saine en prenant en compte toutes les contraintes chirurgicales du patient. Le but, c'est de scaler au maximum notre service. Au lieu d'avoir un opérateur qui va passer 1 heure à acquérir des points sur une radio, réaligner, faire des allers-retours, etc., on veut arriver à quelque chose qui va s'automatiser de plus en plus, où à partir du moment où la radio est transférée depuis l'hôpital jusqu'à nos serveurs, elle est tout de suite acquise avec les points de morphologie clés qui sont obtenus. La reconstruction tridimensionnelle est obtenue à partir de 2 radios orthogonales. Et de cette forme tridimensionnelle, on vient appliquer toute une série de transformations pour obtenir une colonne saine en prenant en compte toutes les limitations de flexibilité dans les disques qui peuvent être celles qui ont été détectées sur le patient. Le plus souvent, en comparant l'état couché et l'état debout du patient, on peut voir dans chaque disque les variations d'angulation, savoir si c'est flexible ou pas, et ensuite appliquer des algorithmes pour dire voilà ce qu'on peut attendre d'une chirurgie. Donc, le but, en fait, c'est que tout ça, ça va être une grosse machine à aller chercher de la data, à la transformer en une situation idéale pour le patient et à transformer cette forme virtuelle de colonne réalignée en une tige sur mesure et à terme, avec toujours des partenariats, en des cages intersomatiques, donc qui sont des dispositifs qu'on va positionner entre les corps vertébraux, mais qui vont être dimensionnés exactement en fonction de l'équipe qu'on souhaite redonner aux patients. Donc, cette plateforme va être un driver extrêmement diffusé pour la communauté des chirurgiens du rachis dans le monde et leur permettra d'orienter leurs gestes, de choisir leurs implants, les tailles, les formes, etc. Et le but, c'est que tout ça se fasse de façon la plus automatisée possible. Donc, en termes de news flow, là, on peut déjà, sur le plan commercial, annoncer le fait qu'on s'étend, qu'on a ouvert des nouveaux centres. Là, récemment, on a ouvert UT San Antonio, on a ouvert Kansas City, on a ouvert Atlanta, Piedmont, et on en a beaucoup d'autres qui vont ouvrir. On a l'Open Platform qui se lance officiellement maintenant avec Highreach. Ces technologies que j'ai évoquées. La tige en cobalt chrome, les tiges, en fait, on les livre en titane aujourd'hui. On va proposer le cobalt chrome au début de l'année prochaine, qui est un matériau qui est beaucoup plus rigide que le titane pour avoir une tige qui va être plus, comment dire, qui va moins s'affaisser en fait pour les patients plus corpulents qui ont besoin de rigidité. Et puis ensuite, il y a des partenariats commerciaux qui vont être annoncés. Et puis il y a ce think tank qui aura lieu le 11 décembre, qui affiche déjà complet et sur lequel on va diffuser un certain nombre d'informations en lien avec les chirurgiens. Sur 2026, il y a des nouveaux composants techniques qui pourraient voir le jour. Les vis polyaxiales, en fait, c'est simplement le fait de donner de la polyaxialité à notre vis. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé par nos utilisateurs actuels, mais c'est quelque chose dont on pense que ça va nous ouvrir des opportunités avec des utilisateurs qui ont plus l'habitude de ce type de technologie. Donc, on cherche à faire quelque chose qui donne de la flexibilité à ce qu'on a sans dévoyer la philosophie. Et voilà, sur le plan technique, compte tenu des contraintes qu'on a sur notre système, c'est pas forcément évident à faire valider, mais on a toute une série de concepts qu'on est en train de finaliser. Et des publications scientifiques. Actuellement, on travaille sur un projet au Danemark avec le Rigshospitalet de Copenhague qui développe une étude clinique sur la capacité qu'a notre matériel, nos implants, à précisément matérialiser une planification par rapport aux implants qui existent sur le marché. Donc, on a avancé au cours des dernières années. En fait, on va parfaitement le démontrer sur le plan des données avec plusieurs centaines de cas qui ont été réalisés dans cet hôpital et qui continuent à l'être. Puis après, voilà, sur le long terme, on va continuer à ouvrir des centres. On va faire monter en puissance nos partenariats qui vont nous permettre d'être présents sur une très grande partie des centres aux États-Unis. Et puis, on va créer, soit via des partenariats, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui sont intéressés pour travailler avec nous, qui ont développé des stations avec des caméras qui sont parfois positionnées sur des bras robotisés
et qui sont capables d'aller balayer la colonne vertébrale au moment où elle est exposée au début de la chirurgie et de faire du matching entre ce que la caméra voit et les scanners préopératoires. L'avantage, c'est que sur le scanner opératoire, vous avez pu mettre un certain nombre de vis virtuelles, de dire voilà, il faudrait positionner l'implant comme ceci, comme cela. Et à partir du moment où vous détectez la vertèbre dans la pièce, vous savez où elle est située, vous pouvez créer comme un GPS une carte de la colonne qui est à partir des images scanner que vous affichez au chirurgien. Lorsqu'il approche son instrument de la colonne, eh bien, il voit très précisément où se trouve son instrument. Donc ça, c'est des choses qui existent, la navigation depuis des années, mais aujourd'hui, elle nécessite une irradiation au bloc, parce qu'on réalise des images au bloc. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est on souhaite s'associer avec des partenaires qui vont nous permettre de faire toute la planification avant la chirurgie et de faire du matching au bloc, donc d'éviter toute irradiation au bloc et d'aider la pose des implants et surtout le suivi en direct du réalignement pour vérifier au moment où vous êtes en train d'opérer la colonne que vous êtes en train vraiment de réaligner les vertèbres exactement comme vous l'aviez planifié. Donc, on a un certain nombre de brevets déjà sur ces technologies-là et ça nous amènera dans les années à venir, c'est évidemment pas le court terme, mais ça nous amènera à robotiser un certain nombre de choses, à automatiser un certain nombre de choses. C'est vers ça que va l'industrie et c'est vers ça qu'on ira également à terme. Voilà, je pense en conclusion que Smayo est une société qui est assez unique en son genre dans la mesure où c'est avant tout une société de data, de logiciels qui s'est développée dans les implants en allant vraiment centrer son offre sur le réalignement vertébral et en ayant très peu de compromis finalement, en ayant vraiment développé quelque chose qui a été fait à partir de données pour vraiment maximiser la plus-value pour le patient. On s'appuie sur une base de données qui est extrêmement importante. On fait beaucoup de R&D eu égard à notre volume d'activité, mais on centre vraiment cette R&D sur l'exploitation des données, sur les logiciels, avec un hardware qui a vraiment été développé pour faire exactement ce qu'il doit faire, à savoir réaligner la colonne. On s'est affranchi de tous les petits gadgets, de toutes les petites customisation qui permettent à nos concurrents de satisfaire n'importe quel desiderata de chirurgien. On a vraiment une technologie assez pure qui permet de faire ce qu'elle doit faire avec beaucoup de versatilité, mais avec un nombre limité d'implants, limité d'instruments, ce qui nous permet d'optimiser le working capital. On a forcément en face un enjeu de se différencier par la technologie pour que l'utilisateur progressivement viennent à notre technologie plutôt que d'aller faire une infinité de petits développements pour aller chercher l'utilisateur et parfois des choses qui ne sont pas essentielles mais qui vont faire plaisir et qui au final finissent par coûter beaucoup à la société. Donc, on a cette espèce d'ADN qui est de dire la data nous dit où aller et on va vraiment faire ce qui fonctionne, ce qui va fonctionner à terme, quitte à mettre un petit peu plus de temps pour convaincre beaucoup de chirurgiens de nous rejoindre, mais on sait que les résultats sont extrêmement bons. Et on sait qu'on peut le démontrer et on sait que l'élan qui nous pousse est un élan qui a beaucoup de souffle et qui va aller très loin. On a un management aujourd'hui qui commence à être expérimenté. Moi, quand j'ai démarré, j'étais un peu le petit jeune de l'industrie. J'avais 27 ans quand j'ai monté la boîte au départ et que j'allais proposer aux chirurgiens d'héberger leur base de données. 17 ans plus tard, j'ai aujourd'hui pratiquement 200 000 patients dans la base de données. On est une société qui est maintenant très connue sur le plan de la déformation aux États-Unis et on veut devenir en fait le plus gros pure player de la déformation. Donc, on commence à avoir beaucoup d'expérience et on cherche à avoir une exécution qui soit la plus propre possible. On a bien compris que l'ère des sociétés qui avait un peu un fétichisme de la top line et qui était prête à dépenser n'importe quelle quantité de cash pour faire de la croissance, c'est fini. Donc, on cherche à développer un modèle qui est vertueux non seulement sur le plan clinique, aussi sur le plan de la croissance, mais aussi surtout sur le plan de la rentabilité. Voilà, merci à tous pour votre attention et je vous propose maintenant de passer à la phase de questions. Merci beaucoup Philippe et Arnaud pour cette présentation très extensive. On a en effet quelques premières questions. Je vais donc essayer de les regrouper peut-être par thématique, en commençant par le métier. Comment s'effectue le contrôle qualité de vos implants et où sont-ils fabriqués?
Nos implants sont fabriqués en France. On a 2 sous-traitants qui fabriquent les implants dans le sud-ouest de la France. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une série de spécifications et vous avez également une standardisation des tests. Donc, on a une cellule de test chez nous. Donc, quand on est livré sur des lots d'implants, on a une personne, plusieurs personnes qui effectuent un certain nombre de tests standards sur la qualité des implants et qui valident la conformité des implants, des lots, etc., aux spécifications qui sont prévues. Merci. À un moment de la présentation, il y avait question de la stérilisation des implants. Pourquoi la stérilisation des implants ne peut-elle pas être effective dès à présent? Alors, en fait, historiquement, les fabricants d'implants, généralement, livrent soit du non stérile, soit du stérile. Donc, quand vous livrez du non stérile, vous prévoyez une procédure de stérilisation à l'hôpital. Quand vous faites de la grande déformation et que vous allez mettre 20 vis dans le dos du patient, en fait, enlever le packaging à chaque fois, et c'est quelque chose qui ennuie beaucoup les chirurgiens. Donc, ils préfèrent avoir une boîte qui est stérilisée à l'hôpital, qui est après livrée stérile dans le champ stérile au bloc, plutôt que d'avoir à défaire du packaging. Ceci étant dit, en Europe, la réglementation va nous obliger, au final, à tout livrer en stérile. Donc, les dossiers qu'on a déposés là pour le nouveau règlement européen, ils ont été déposés en septembre, sont des dossiers qui visent à une fourniture de façon exhaustive en stérile en Europe. Donc, on va proposer les deux solutions. Historiquement, pour nous, c'était plus simple, sachant qu'en plus, on sous-traite la production, on n'a pas de chambre blanche dans nos locaux. Donc, ça allait plus vite, c'est plus simple de les livrer en non stérile et ça correspondait en fait à la demande de la plupart des chirurgiens qui font de la chirurgie complexe. Quand vous êtes un chirurgien qui fait des petites chirurgies sur 2 niveaux, le stérile peut être une façon de gagner du temps. Mais dans tous les hôpitaux aujourd'hui, il y a des services de stérilisation qui ont l'habitude de travailler sur la stérilisation des implants et des instruments. Merci beaucoup. Ensuite, sur l'aspect plus commercial, avez-vous pu approcher des distributeurs allemands? Alors, le marché allemand est un marché un petit peu particulier parce que les Allemands sont moins adeptes des grands montages. Les Allemands aiment les vis fenestrées, c'est-à-dire des vis qui ont des petits orifices dedans et qui permettent d'injecter du ciment. Donc, ils sont, je dirais, culturellement, et c'est pas, je ne veux pas généraliser ou essentialiser le chirurgien allemand, mais les Allemands sont pas les plus ouverts aux concepts qui viennent de France. Alors, je suis désolé de faire ce stéréotype, surtout que je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu. J'ai vécu en Allemagne, etc. Je connais bien l'Allemagne. Mais c'est plus facile de convaincre un Américain ou un Australien ou un Britannique d'utiliser des concepts français qu'un Allemand. C'est mon expérience qui me l'a, en tout cas dans le domaine de la chirurgie thoracique, qui me l'a démontré. Et ils préfèrent en fait avoir un montage dont l'équilibre est discutable, mais avec beaucoup de ciment et de faire quelque chose de très solide, quitte à ce que ce soit pas extrêmement équilibré, plutôt que de faire un peu ce qu'on fait nous et de chercher vraiment les formes idéales, etc. Donc, il y a, je dirais culturellement, l'Allemagne n'a jamais été un marché facile pour les sociétés françaises. Si vous regardez Medicare, ils n'ont jamais fait de chiffre d'affaires là-bas. Alors, il y a un marché trauma qui est important pour l'Allemagne, ce qui explique que des sociétés comme, par exemple, Safe Orthopedics, à un moment donné, avait une stratégie sur l'Allemagne. Je ne sais pas ce qu'elle a donné au final, mais nous, on n'est pas trop dans le trauma. Et dans ce qu'on fait, en fait, culturellement, ça se prête pas trop au marché allemand. Donc, et d'autre part, c'est un marché où les prix sont pas très bons, un peu comme le marché français. Donc, c'est pas un marché qui est très sexy pour nous. Donc, on se concentre plutôt sur les marchés anglo-saxons et en particulier sur les États-Unis et d'autre part sur l'Australie. Merci Philippe. On reste toujours à l'international. Avez-vous des concurrents chinois à qualité égale? La Chine est un pays qui, historiquement, par rapport à son ampleur économique, a été un petit peu en retard sur le plan de l'industrie de l'orthopédie. Un peu à l'image du Brésil ou de l'Inde, c'était un marché où il y avait d'un côté des prix élevés pour des fabricants occidentaux qui suivaient des normes occidentales, et puis en parallèle, un marché de producteurs locaux
qui avaient tendance à faire des copies de moindre qualité et qui proposaient des prix beaucoup plus attractifs. Ça, c'était la situation il y a 10 ans. La Chine se développe de façon extrêmement importante, non seulement dans les implants, mais aussi dans la robotique, etc. Ils ont évidemment des capacités d'exécution sur le plan du développement, du manufacturing, etc., qui sont sans commune mesure avec ce qu'on fait en Europe. Souvent des sociétés qui sont financées par l'État. Il y a une société qui me vient à l'esprit qui est dirigée par un ancien de Medtronic qu'on connaît très bien parce qu'il est francophone et que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années, qui est un type super performant et qui sont les premiers actionnaires d'un Planète, si vous regardez. Donc la Chine arrive. La Chine arrive très clairement avec des gens aux manettes qui ont fait leur carrière en Occident, qui maîtrisent parfaitement les codes et qui en plus ont des idées nouvelles. C'est des gens qui ont conscience qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore une très bonne image, mais à l'image de ce qui s'est fait dans l'automobile, la Chine continue d'être performante et dans l'orthopédie, l'est de plus en plus. Après, sur spécifiquement ce que nous, on fait, on n'a pas de concurrent chinois. C'est-à-dire sur le réalignement, sur l'analyse de l'équilibre, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrent chinois. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas, parce qu'on a formé des Chinois dans le temps, dans les centres dans lesquels on travaille. Je pense que la plupart d'entre vous savent que mon père était un des principaux chirurgiens de la déformation en France et dans le monde. Donc, on a formé des Chinois, qu'on revoit des fois dans des congrès, etc., qui commencent à avoir des postes importants dans les centres en Chine. Et donc, c'est quelque chose qu'on regarde quand même de près parce qu'il n'y a pas de raison que la Chine ne devienne pas aussi un leader dans ce domaine. Merci, très clair. On a un certain nombre de questions financières, notamment celles qui tournent autour de votre exposition aux États-Unis et les droits de douane. Quel impact sur la marge pourront-ils être répercutés en totalité sur vos ventes aux États-Unis? Donc, effectivement, on est éligible, de par notre activité, on est éligible aux droits de douane, qui étaient au départ de 10% et qui sont maintenant de 15%. Donc, très clairement, il y a un impact de droits de douane. Après, nous pensons avoir la réponse pour minimiser ces droits de douane. La valeur est ancrée aux États-Unis et non en France. Donc, en fait, aujourd'hui, vous comprenez que notre société, elle a l'essentiel de ses coûts qui sont en France. Et elle a l'essentiel de ses revenus qui sont aux États-Unis. Donc, les droits de douane s'appliquent sur des prix de transfert. Donc, vous voyez que vous avez un trade-off à faire entre les résultats que vous souhaitez plutôt rapatrier là où vous avez des coûts et puis des ventes. Donc, ce qui vous amènerait plutôt à faire des prix de transfert élevés, ce qui était notre parti pris, qui nous semblait logique. Et puis, en fait, d'un autre côté, vous avez ces droits de douane qui sont arrivés à 15%. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir, dans le respect absolu de la légalité à la fois douanière et fiscale, quel est le meilleur compromis entre ces deux paramètres pour essayer de minimiser l'impact des droits de douane. La deuxième réponse, c'est aussi qu'on va faire de la production de tissus en mesure et d'implants aux États-Unis. C'est un processus qui va prendre à peu près 24 mois, qui sera sûrement amorcé en début d'année prochaine. Et voilà, et compte tenu de ce que l'on projette comme ambition sur le marché américain, il n'est pas possible de complètement couvrir les besoins américains à partir d'une production française. Donc, on va aussi développer la production aux États-Unis avec des fournisseurs. Et en propre pour les tissus en mesure. Merci. Alors après, on a une question de type médical personnel qu'on ne pourra malheureusement pas répondre durant le webinaire, vu voilà, l'espace alloué, la spécificité, mais on vous invite, dans de telles situations, de nous adresser peut-être un email en répondant à l'invitation, par exemple. On vous donnera des très bonnes références en fonction de la ville dans laquelle vous vous situez. On connaît tous les bons chirurgiens en France. Donc, on se fera un plaisir de vous donner les coordonnées des personnes qu'on estime être les plus à même de régler votre problème. Merci. On revient vers la question financière. Alors, disposez-vous d'une couverture contre la baisse du dollar?
Alors non, on ne s'est pas couvert sur le dollar. C'est voulu dans le cadre de notre développement et de notre croissance. On considère qu'à ce stade, on n'a pas nécessité de mettre en place une couverture sur les dollars et sur le cash généré aux USA. Merci. Alors, à ce stade, c'était la dernière question. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'il faut poser les questions à l'écrit via le système de chat qui se trouve en bas des écrans. Toujours pas de questions. Philippe, Bruno, je vous laisse peut-être le mot de conclusion dans ce cas. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je sais qu'il est un peu tard en Europe. Voilà, bah, écoutez, nous, on va continuer à travailler dans la même optique et puis on va essayer de continuer à créer de la valeur pour tout le monde. Et en tout cas, merci pour votre fidélité et merci de suivre notre évolution. C'est important pour nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.